La principale victime du Brexit, c'est la France en fait. Les Britanniques sont furieux de la façon dont le Brexit a été mené, mais ils sont pas furieux contre le Brexit en tant que tel. Le CEDH ne se mêle pas que d'immigration, elle se mêle de tout. Emmanuel Macron qui a annoncé en 2022 vouloir construire 6 EPR, effet d'annonce parce que pour le moment il n'y a pas une pierre qui a été mise en fait. Vous ne négociez pas avec une structure qui a 70 ans et qui a été construite dans le but de détruire les États-nations. Vous empêchez pas un scorpion de piquer. C'est une catastrophe absolue en fait pour les finances publiques, mais ils sont là à faire de la communication et en plus avoir le culot de donner des leçons de bonne gestion aux autres, quand bien même en fait il n'y a aucun parti politique au pouvoir qui a fait pire qu'eux. Si vous avez la chance de sortir de l'Union européenne, vos problèmes ne feront que commencer. Mais moi je pense que la France et les Français ne peuvent pas attendre 10 ou 20 ans. En fait, il y a un moment où vous n'aurez plus rien à sauver. Alors, nous avons vécu il y a peu le 5e anniversaire du Brexit, dont les détracteurs disent qu'il fut un désastre. Alors, qu'en est-il réellement? En quoi les Frexiteurs pourraient-ils s'en inspirer? Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Alain Falanto, auteur de Frexit, tout va bien se passer aux éditions Résistance républicaine, et Charles-Henri Gallois, président de Reprenons le contrôle et également auteur de Nos grands défis du XXIe siècle, énergie et immigration en auto-édition. Messieurs, bonjour. 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 Alors, avant de rentrer dans le dur et d'aborder le Frexit et le Brexit, on va parler juste rapidement d'Union européenne et se poser la question de pourquoi il pourrait être intéressant de la quitter pour nous Français. Alors, il y a des tas de sujets, on pourrait parler d'immigration, d'énergie, etc. On va parler d'industrie, j'en ai pris un au hasard. Dans l'actualité, on a la question des voitures, avec une crise énergétique, une crise industrielle des voitures, notamment en Allemagne. L'Union européenne est-elle en train de tuer notre industrie automobile nationale? Est-ce que si nous étions hors de l'Union européenne, nous pourrions la préserver? Alors, je vous laisse commenter à la fin de l'auto. Écoutez, le cas de l'industrie automobile européenne, c'est le symptôme de la folie protéiforme européenne, c'est-à-dire déjà les constructeurs automobiles ont pris en pleine tête la crise énergétique, le suicide énergétique initié par l'Allemagne, avec des prix de l'électricité multipliés par 10, qui les a considérablement affaiblis. Et ensuite, ils doivent subir le pacte vert, avec, on les a informés il n'y a pas si longtemps que ça de la fin de l'interdiction de vente des moteurs thermiques en 2035. Donc ils se sont préparés, ils ont dépensé des fortunes parce qu'une voiture électrique, c'est pas une voiture thermique bricolée. Il faut refaire des process, des chaînes logistiques, des processus de qualité. Alors, tout ça, ça a été décidé par des gens qui ne connaissent rien du tout à l'industrie. Et maintenant, on leur dit ah oui, mais peut-être pas 2035 en fait. Peut-être que ce sera annulé. Donc ils savent plus comment faire. Les véhicules électriques ne se vendent pas. Voilà, ça ne se vend que quand c'est subventionné. Les gens n'en veulent pas, ni en France, ni en Allemagne, ni nulle part, et donc ils sont en détresse absolue. Je rejoins ce qui a été dit. En fait, ça explique une part de ce qu'est l'Union européenne, c'est-à-dire une folie normative et des décisions purement idéologiques sans étude d'impact. Parce que clairement, cette décision a été prise sans aucune étude d'impact. C'est-à-dire que même si vous voulez remplacer le parc automobile thermique actuel par des véhicules électriques, les véhicules électriques, il faut de l'électricité. C'est con, mais c'est comme ça. Et quand vous regardez, la réalité, c'est que pour remplacer tout le parc automobile français, il faudrait par exemple environ, selon les calculs, 15 réacteurs nucléaires additionnels pour pouvoir subvenir aux pics de consommation, par exemple les départs en vacances, quand tout le monde veut recharger ses véhicules électriques. C'est dommage, mais une centrale nucléaire, ça se construit pas du jour au lendemain. Encore moins du jour au lendemain quand vous avez Emmanuel Macron qui a annoncé en 2022 vouloir construire 6 EPR. Effet d'annonce parce que pour le moment il n'y a pas une pierre qui a été mise en fait. Pourquoi? Et ça a été révélé il y a peu de temps par le journal L'Opinion, c'est qu'en fait EDF attend des garanties de l'État, 57 milliards d'euros, pour pouvoir commencer. L'État n'a pas donné de garantie. Par contre, quand il s'agit de donner des garanties de 120 milliards d'euros pour de l'éolien en mer, là, il n'y a pas de problème, on y va. Donc, c'est toujours le double discours macroniste, c'est surtout, encore une fois, l'inefficacité. Et en plus de ça, ça a été dit, vous avez non seulement quelque chose qui n'est pas applicable, et vous avez plusieurs phénomènes qui vont tuer, en fait, l'industrie automobile en Europe. Le coût de l'énergie, vous avez certainement vu l'audition
de Florent Menegaux, le patron de Michelin. Alors c'est les pneus, mais c'est lié évidemment à l'industrie automobile. Et c'était édifiant, en fait. Il expliquait très clairement qu'avec le coût énergétique, il parlait aussi des normes et du coût du travail, mais ça, quelque part, ça préexistait, mais qu'avec le coût énergétique actuel, c'est impossible d'exporter un pneu depuis l'Europe. Et c'est la même chose pour les véhicules électriques. Donc, le coût de l'énergie, complètement fou. Le prix du gaz, il est 5 fois plus élevé qu'il ne l'est aux États-Unis. Le prix de l'électricité, il est plus de 2 fois plus élevé de ce qu'il est aux États-Unis. Et donc forcément, vous n'êtes plus compétitif et vous allez assister à un transfert en fait de l'industrie automobile d'Europe vers les États-Unis, d'autant plus que Donald Trump va mettre des droits de douane. L'excédent principal, en fait, le premier secteur excédentaire de l'Union européenne via les États-Unis, c'est l'automobile. Alors, la France, on a de la chance, on va pas être touché là-dessus parce que Renault et Stellantis, ex-PSA, n'est pas sur le marché américain. Donc on va pas être touché là-dessus, mais il n'empêche que l'industrie automobile européenne va prendre un coup. Et donc en fait, ce que fait l'Union européenne, comme souvent, c'est qu'elle est en train de tuer les nations européennes, et en l'occurrence, elle est en train de tuer l'industrie automobile européenne. Alors donc, pour éviter de mourir, les Britanniques ont fait un choix. On fait le choix du Brexit. 2016, référendum. 2020, ils ont quitté l'Union européenne, et un an plus tard, le marché unique. Alors, si vous deviez aujourd'hui qualifier le Brexit d'un mot, quel serait-il et pourquoi ? Moi, je dirais inattendu pour eux. Parce que quand Cameron décide de faire un référendum, il espère certainement pas perdre. C'était dans sa tête, tout était calculé. Il voulait renégocier les conditions de la présence du Royaume-Uni en termes d'immigration. Il a supplié la Commission de lui laisser un peu de marge de manœuvre en termes d'immigration, et probablement il voulait négocier un rabais de sa contribution. Et jamais, au grand jamais, il n'a pensé perdre ce référendum. Donc en fait, je pense qu'ils ont été extrêmement surpris. Et après, ça a été, je dirais, pour nous, c'est presque un contre-exemple en termes de négociation. Ils ont nommé Theresa May pour négocier, qui était quelqu'un qui n'était pas tellement motivé, qui s'est comporté un peu comme une ensableuse, en fait. On se demandait presque si elle avait envie que ça aboutisse. Je pense que elle aurait volontiers fait durer pendant des années pour voir si c'était pas possible de rester tout en partant. Donc, en fait, je pense qu'ils n'étaient absolument pas préparés à ça, et ils n'ont pas su utiliser la liberté recouvrée. Je dirais en un mot mitigé. Pourquoi ? Effectivement, il y a eu la problématique de la négociation de sortie, mais je pense que, in fine, l'accord qu'a obtenu Boris Johnson n'est pas un mauvais accord pour le Royaume-Uni. D'ailleurs, les experts indépendants disent plutôt que le Royaume-Uni a obtenu un meilleur accord que l'Union européenne, exactement d'ailleurs comme pour le CETA, où le petit Canada a obtenu un meilleur accord que l'Union européenne. Donc le mythe de l'Union qui fait la force, c'est vrai, mais quand tout le monde tire dans le même sens, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne. Et donc le Royaume-Uni s'en est bien tiré. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'ils ont récolté tous les fruits du Brexit, comme le disent les Britanniques. Et là, force est de constater que ce n'est pas le cas dans certains domaines, notamment en matière migratoire. Parce que on va y venir après. Qu'est-ce qui se passe en fait, et c'est pour ça, et je reviendrai, en revanche, c'est beaucoup plus positif quand on compare surtout au désastre de la zone euro et même de l'économie en France, quand on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni. Mais en fait, quand vous sortez de l'Union européenne, il faut arrêter ni de glorifier, ni de faire peur aux gens. En fait, vous avez une continuité juridique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du jour au lendemain, vous avez exactement les mêmes lois, en fait. Et ce qui se passe, c'est vous reprenez le contrôle de ce que vous pouvez faire. Et tout dépend, en fait, de ce que vous allez faire par la suite. Et à ce titre-là, et je pense qu'on en reparlera, on peut dire qu'il y a eu une trahison du Parti conservateur qui n'a pas su tirer les fruits du Brexit, qui n'a pas changé tant de choses que ça, et notamment en matière migratoire. Et c'est ce qu'ils sont en train de payer sur le plan électoral, et je pense que ce qu'ils vont payer, et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce point. Alors justement, bon, là je vais me faire l'avocat du diable pendant ces quelques questions qui vont venir, et je vais reprendre des arguments des gens opposés au Brexit. Alors l'un des premiers arguments, c'est le Brexit avait promis la croissance, la prospérité. Eh bien non, ça n'a pas été le cas. On en est assez loin, disent-ils, notamment en 2023. En 2023, vous aviez 0,1% de croissance, vous aviez 7,3% d'inflation, une balance commerciale déficitaire. Vous, Charles-Henri, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ces chiffres. Donc, qu'est-ce que vous répondez à cet argument ?
Je peux vous répondre par les chiffres. C'est le tableau, je vous le donnerai pour que vous puissiez incruster. Il y a certaines personnes, c'est un tableau que j'avais fait, que j'ai remis à jour. Certaines personnes assez malhonnêtes intellectuellement qui le reprennent en coupant la source, mais ça vient bien sûr de moi. Quand vous prenez les principaux indices économiques, notamment le PMI Composite, qui est l'indice de climat des affaires, vous avez par exemple un Royaume-Uni qui a 50,4, quand la zone euro a 49,6 ou la France a 46,7. Ça, c'est les chiffres à décembre 2024. Le taux de chômage, il est de 6,3% en zone euro, 7,8% en France à fin 2024, il est de 4,4% au Royaume-Uni. Si vous prenez le taux d'emploi, il est bien supérieur au Royaume-Uni, il est à 75% quand il est à 70,5% en zone euro et à 69,2% en France. La croissance que vous avez évoquée, oui, 2023, c'est une année, mais si on prend depuis le référendum du Brexit entre 2016 et 2024, il y a 11,5% de croissance au Royaume-Uni, 11,9 en zone euro, donc c'est relativement comparable, et 10,3 en France. C'est-à-dire que la croissance au Royaume-Uni est supérieure à ce qu'elle est en France. En Allemagne, c'est 7,8%. Donc par des pays comparables, ils font mieux. La production manufacturière, la production au niveau de la construction est meilleure. L'inflation, certes, est supérieure, et surtout si vous prenez sur la durée, à la zone euro ou même à la France, mais en fait, les salaires ont bien plus augmenté, de telle sorte que le pouvoir d'achat, par exemple au Royaume-Uni, a davantage augmenté qu'il n'a augmenté en France. Donc le bilan, en fait, est bien plus nuancé que la catastrophe économique qu'on veut bien vous vendre. C'est-à-dire que si on veut attaquer le Brexit, et moi je veux bien, parce qu'encore une fois, je pense que les conservateurs n'ont pas tiré tous les fruits qu'ils pouvaient obtenir du Brexit en ayant repris le contrôle. Mais sur le plan économique, force est de constater que c'est pas la panacée, parce que vous avez un environnement, une crise économique au sein de l'Europe, avec la problématique des prix énergétiques où ils sont particulièrement touchés, parce que le mix énergétique du Royaume-Uni est très dépendant du gaz. Ça n'a rien à voir avec le Brexit, c'était le cas avant, c'est leur mix énergétique. Et donc le Royaume-Uni est en situation de crise, mais quand on regarde les chiffres objectivement, en fait, il s'en tire mieux que la zone euro, il s'en tire mieux que la France. Donc c'est ce que je dis souvent au niveau économique. Si c'est la catastrophe au Royaume-Uni, eh bien c'est l'apocalypse en France et en zone euro, sauf que c'est bien évidemment un discours que vous n'allez pas beaucoup entendre dans les médias. Honnêtement, sur le plan économique, ça pourrait être mieux parce que il pourrait bien plus déréglementer certaines normes complètement absurdes de l'Union européenne qu'ils ont gardées dans leur droit interne. Il y a plein de choses qu'ils pourraient faire, ce que veut faire Nigel Farage, on aura l'occasion certainement d'en rediscuter, mais objectivement, c'est mieux que chez nous, donc il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là, et on voit même d'ailleurs certains médias qui étaient très critiques, qui étaient plus propagandistes que médias, qui commencent à changer un petit peu leur discours en disant c'était pas finalement tant la catastrophe que ça. Effectivement, il n'y a pas eu d'exode de traders de la City qui sont venus à Paris comme c'était annoncé, et tous les fantasmes en fait qu'on a eu, parce que je rappelle quand même que les arguments du référendum c'était si vous sortez, ça va être la récession dès le lendemain, alors qu'en 2016 le Royaume-Uni c'était la plus grosse croissance du G7. C'était que l'indice boursier, le FTSE, allait s'effondrer. En fait, il y a eu de la croissance derrière, que le marché immobilier allait s'effondrer. En fait, il a été en croissance derrière. Donc, finalement, tous les mensonges, quand on regarde le référendum et les arguments du référendum, en fait, tous les mensonges étaient du côté du camp du Remain, non du camp du maintien, et non pas du côté du Leave. La seule critique qui a été faite au camp du Leave, ça a été vous avez surestimé la contribution du Royaume-Uni à l'Union européenne quand vous disiez que vous allez reverser cet argent à la NHS, qu'à la sécurité sociale britannique. C'est la seule chose qu'ils ont retrouvée. Mais quand vous prenez tous les arguments catastrophistes du camp du Remain, en fait, ça a été complètement faux et désavoué par les faits. Alors ça, c'est pourtant justement cette critique économique, elle est reprise au niveau politique. Je pense à Nathalie Loiseau, par exemple, personnalité du camp macroniste. Vous comprenez qu'elles aient toujours ce positionnement, ou pensez-vous que c'est de la manipulation de leur part? Alors déjà, je veux préciser en plus qu'ils ont un PIB supérieur au nôtre, qu'ils sont mieux classés que nous en PIB par habitant, en PIB en parité de pouvoir d'achat, que leur ratio dette sur PIB doit être aux alentours de 100%, ou quelque chose comme ça. 117. Donc tout va, quels que soient les indicateurs considérés, ça va beaucoup mieux que chez nous. Alors qu'ils souffrent, c'est normal qu'ils souffrent, ils sont quand même en Europe, mais mine de rien, sans être dans l'Union européenne, ils restent sur le continent européen, donc ils souffrent comme tout le monde. Et surtout, ils ont commis une erreur d'essayer de démêler le nœud gordien juridique européen. Au lieu de tout balancer,
comme ils ont commencé à le faire. Pendant un moment, ils balançaient toutes les normes par paquet de 5000 ou quelque chose comme ça. Un petit peu au début, oui. Voilà. Mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Ils n'ont pas éradiqué les normes européennes de leurs droits, ce qui les pénalise fortement. Alors, autre sujet, l'immigration. L'immigration, c'était l'une des thématiques du Brexit. Et alors là, pour le coup, elle a explosé. Elle a explosé, notamment entre décembre 2021 et décembre 2022. Vous avez eu plus de 745 000 entrées nettes dans la période. Alors, comment on explique justement ce qui peut paraître très contradictoire? Ça, c'est la trahison des conservateurs, qui, pour faire plaisir au patronat anglais afin de tirer les salaires vers le bas. Mais ils ont la possibilité de stopper ça parce que cette immigration, c'est pas de l'immigration illégale. De par leur position géographique, c'est pas les quelques bateaux qui traversent depuis Douvres qui font ça. Non, c'est une immigration de visa. Ce sont des visas qui ont été accordés. Donc, ils ont cette immigration parce qu'ils le veulent bien. Voilà, ils ont tous les leviers disponibles pour la stopper. Alors, ils ont pris une décision qui, à mon avis, ils vont regretter amèrement. C'est qu'ils ont dégagé l'immigration polonaise pour la remplacer par de l'immigration pakistanaise, Indienne, pakistanaise, musulmane. C'est leur choix, mais ils risquent de le payer extrêmement cher. Alors sur l'immigration, effectivement, il y a deux dimensions. Sur l'immigration illégale, ils sont encore freinés sur certains points. Alors ils n'ont plus la jurisprudence de l'Union européenne, ils sont freinés par la CEDH, mais l'immigration illégale, ça existe au Royaume-Uni. Effectivement, il y a les bateaux qui viennent et ils en parlent beaucoup, mais le gros du contingent, c'est évidemment l'immigration légale. Et là, je suis d'accord. En fait, c'est effectivement un choix politique. Boris Johnson avait eu quelques velléités à un moment sur certains discours en expliquant que le Royaume-Uni avait fait le choix trop facile pendant des années justement d'avoir recours à une main-d'œuvre bon marché plutôt que de former les Britanniques, et donc cette question de pression à la baisse sur les salaires. Sauf que force est de constater que il n'a pas changé la mentalité du parti conservateur qui, pour faire plaisir au patronat, ça a été dit, a continué à faire de l'immigration et même en a fait encore plus. Et ça, c'est vraiment le péché originel en fait du parti conservateur qui, à mon sens, va se faire, et on le voit dans les sondages, balayer dans les urnes par le parti de Nigel Farage qui, lui, fait deux promesses très simples, c'est-à-dire il explique que lui, il fera un net zéro, pas au niveau des normes environnementales, mais au niveau de l'immigration. Ce qui avait été une promesse d'ailleurs, ils appellent ça le manifesto, en fait c'est l'équivalent de la profession de foi. C'était systématique à toutes les dernières élections. Le Parti conservateur en plus promettait dans la profession de foi d'aller à une immigration nette de zéro. Sauf que c'était une trahison permanente, évidemment Nigel Farage joue là-dessus. Et c'est un point que je voudrais aborder, c'est la situation en fait électorale britannique, qui quelque part va à l'encontre de ce que nous expliquent tous les médias. Les médias nous disent les Britanniques regrettent le Brexit. Ils voudraient même rejoindre l'Union européenne. Sauf que j'ai pas regardé les derniers sondages, mais je me rappelle le premier sondage qui était là-dedans était très malhonnête parce qu'en fait, c'était pas un sondage sur le regret ou non du Brexit, c'était un sondage où on demandait à la population britannique par rapport à 2016, donc une situation où l'économie allait bien mieux, est-ce que vous pensez que sur tel pan et tel pan de l'économie ou de votre vie, la situation s'est améliorée ou s'est aggravée? En fait, en situation de crise, ils ont tous répondu que ça s'était aggravé. Mais si vous faites le même sondage en Allemagne ou en France, les gens répondront exactement la même chose. Et est-ce que ça veut dire qu'ils veulent quitter l'Union européenne? Non, ça n'a strictement rien à voir. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder le vrai vote. Et le vrai vote, quand vous regardez ce qui s'est passé, c'est déjà, on nous expliquait que le parti travailliste a gagné parce que justement, il serait pro-Union européenne, etc. Mais le parti travailliste, à aucun moment, dans sa profession de foi et dans son discours de campagne, n'a dit qu'il ne rejoindrait l'Union européenne ou n'a dit qu'il ne remettrait en cause le Brexit. Les seuls partis qui sont pro-Union européenne, c'est le parti les Lib Dem. Ils étaient à 12% en 2019, ils sont à 12% en 2024. Aucune velléité de voter pour le parti qui veut rejoindre l'Union européenne. Les deux autres partis qui sont beaucoup plus petits, qui sont très européistes, c'est le parti des Verts. Eux, ils ont eu une légère croissance, ils étaient à 3%, ils sont passés à 6%, et c'est le SNP, le parti indépendantiste écossais, qui lui a régressé, il était à 3%, il est passé à 2%. Donc en fait, il n'y a pas du tout d'élan populaire pour rejoindre l'Union européenne, sinon ils auraient voté pour ces partis. Nigel Farage, qui lui est le plus brexiteur qu'on puisse faire, dernières élections, il a fait 14%. Quand vous prenez tous les sondages
d'intention de vote, maintenant, à part un institut, c'est ce parti-là qui est en tête partout, dans tous les instituts, qui est en tête ce qu'est une révolution dans la politique britannique, parce que c'est un bipartisme depuis des siècles. Il faut bien savoir, en fait, que ça montre le contraire, c'est-à-dire que le parti le plus voté, c'est celui qui veut au contraire appliquer les fruits du Brexit, et les deux suivants, c'est le parti travailliste qui ne remet pas en cause le Brexit, et le parti conservateur qui ne remet pas en cause le Brexit. Donc en fait, c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on dit, c'est-à-dire que les Britanniques, en fait, sont furieux de la façon dont le Brexit a été mené, mais ils sont pas furieux contre le Brexit en tant que tel. Et j'ai même envie de dire, en fait, à mon avis, s'ils regardent de manière apaisée, avec un petit peu de recul, la situation en Union européenne et en zone euro, je pense pas que ça leur donne une envie folle, en fait, de revenir là-dedans. D'autant plus que, encore une fois, il va y avoir l'impact des droits de douane de Donald Trump. Donald Trump, vu la situation de la balance commerciale avec le Royaume-Uni, je ne pense pas qu'il soit très agressif vis-à-vis du Royaume-Uni. En revanche, les 180 milliards d'excédents de l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis, là, il va frapper très très fort. Et donc, je ne pense pas qu'ils ont envie d'être solidaires commercialement d'un bloc qui va se faire matraquer par les États-Unis. Je voulais revenir sur la CEDH. Ce qui m'a toujours surpris dans le Brexit, c'est qu'il n'ait pas pris soin de sortir du Conseil de l'Europe. C'est extrêmement important. Il faut juste rappeler que la CEDH et le Conseil de l'Europe n'ont rien à voir avec l'Union européenne. C'est bien antérieur. Et donc, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, est un organisme extrêmement nuisible, qui se mêle de tout et qui a une vision qu'ils appellent eux-mêmes dynamique de la loi. C'est-à-dire que les quelques juges qui y siègent modifient la loi au gré de leur bon vouloir. Et je trouve assez incroyable que le Royaume-Uni n'ait pas pensé à ça. Parce que s'ils n'ont pas pu délocaliser le traitement des demandeurs d'asile au Rwanda, c'est à cause de la CEDH. Et la CEDH ne se mêle pas que d'immigration, elle se mêle de tout. D'ailleurs, c'est bien pour ça que le parti de Nigel Farage, Reform UK, veut quitter la Cour européenne des droits de l'homme pour ne plus avoir de bâton dans les roues en ce qui concerne l'immigration illégale ou les demandeurs d'asile. C'est pareil pour le pacte de Marrakech. Le pacte de Marrakech qu'on dit, j'imagine qu'ils l'ont signé. Oui. Vous avez rappelé ce qu'est le pacte de Marrakech. C'est le pacte c'est l'organisation de la migration, en fait. Alors, on nous dit que c'est non contraignant. Mais simplement, il suffit d'une fois d'un avocat un petit peu astucieux qui utilise le pacte de Marrakech comme argument pour que ce soit pris, parce que ça engage la parole, comme ça engage la parole de la France, ça engage la parole du Royaume-Uni. Il suffit que ce soit pris en considération une fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour que ça fasse jurisprudence et que ça devienne contraignant de fait. D'autant plus au Royaume-Uni qu'il y a le système de common law. Chez nous, après, en gravant dans la loi, on peut plus facilement en fait déroger à ça, mais le Royaume-Uni, qui a une tradition juridique basée quasiment uniquement sur la jurisprudence, effectivement, c'est très rapidement appliqué. Et après, ça dépend du bon vouloir de l'idéologie des juges. Alors, vous l'avez abordé tout à l'heure. Ce qui est intéressant, en préparant cette émission, j'ai remarqué que les médias étaient moins critiques. Vous l'avez dit tout à l'heure par rapport au Brexit. Est-ce que c'est un changement des mentalités Vous l'attribuez à quoi, ce changement ? C'est qu'au bout d'un moment, alors ils vont critiquer, je pense, à juste titre en matière migratoire, mais sur le plan économique, on peut faire des reportages propagandistes sur tel secteur de l'économie. Alors on va nous prendre des pêcheurs qui sont pas contents, on va nous prendre une ville britannique qui avait voté pour le Brexit, on va faire un reportage dans la rue, on va aller chercher les gens qui sont pas contents. On peut très facilement faire un reportage dans Zoom pour essayer de donner le gage et de donner ce qu'on veut bien montrer. Mais au bout d'un moment, la réalité économique des chiffres, et je l'ai montré tout à l'heure, elle est quand même implacable et quasiment indiscutable. C'est exactement la même chose que les macronistes qui, en France, essayent de faire illusion sur le bilan économique d'Emmanuel Macron en racontant absolument n'importe quoi, on a réindustrialisé, quand bien même, quand vous regardez la production manufacturière, elle est 5% inférieure à ce qu'elle était quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, elle est au même niveau qu'en mars 2010, et vous vous dites on a réindustrialisé. Et quand vous regardez les chiffres, en fait, c'est complètement faux. Donc, ils peuvent communiquer tant qu'ils veulent. Au bout d'un moment, il y a la réalité des chiffres. Quand ils nous expliquent qu'on a fait baisser le chômage massivement en utilisant le chiffre de l'INSEE
qui est une enquête statistique, qui est pas les demandeurs d'emploi en tant que tel, et quand bien même, en fait, c'est l'endroit dans l'Union européenne, la France, où ce taux de chômage a le moins baissé. Ils vont nous faire de la communication dessus. Quand vous regardez les demandeurs d'emploi de l'INSEE, toutes catégories confondues, au départ, Emmanuel Macron était à 6,6 millions de chômeurs, on est à 6,3 millions de chômeurs. Il n'y a pas de quoi se pavoiser de ce résultat, et c'est le seul résultat positif économique d'Emmanuel Macron. Quand vous regardez la dette publique, il a fait plus de 1000 milliards de dettes en 7 ans. Je veux dire, c'est la totalité de la dette publique de 2002. En 7 ans, ils ont fait autant de dettes que tous les gouvernements précédents en 53 ans. Donc c'est une catastrophe absolue en fait pour les finances publiques. Mais ils sont là à faire de la communication et en plus avoir le culot de donner des leçons de bonne gestion aux autres, quand bien même en fait il y a aucun parti politique au pouvoir qui a fait pire qu'eux. Et donc c'est la même chose que la Macronie. Il y a la réalité des chiffres et je pense qu'ils vont le payer parce que les chiffres sont absolument catastrophiques à tous les niveaux. Et sur le Brexit, c'est l'inverse. On peut pas dire en permanence que c'est la catastrophe alors que les chiffres sont meilleurs que chez nous et sont meilleurs qu'en zone euro. Donc il y a certains journalistes qui sont obligés en fait de prendre en compte une chose qui est extraordinaire, qui s'appelle la réalité. Oui, c'est ça. C'est la réalité qui s'abat sur eux. Vous avez remarqué que Londres est restée la principale place financière en Europe. Elle n'a pas été détrônée ni par Paris ni par Francfort, comme on avait dit en 2020. Ils sont désindustrialisés. Oui, il était déjà. Non, mais c'est pas le Brexit qui a créé ça. C'est une décision. Ils se sont lancés dans les services, particulièrement les services financiers, au détriment de leur industrie. Mais maintenant, contrairement à nous, ils ont les capacités de redresser la barre. Ils sont pas contraints par l'Union européenne. Eux, ils ont les leviers pour se réindustrialiser, ce que nous n'avons pas. Effectivement, s'ils veulent subventionner tel secteur industriel, ils peuvent le faire parce qu'ils sont plus soumis aux lois de la concurrence de l'Union européenne, aux droits de la concurrence de l'Union européenne. S'ils veulent, pour se protéger sur un secteur qui veut réindustrialiser, mettre des barrières, ils le peuvent parce qu'ils ont repris le contrôle de leur politique commerciale. Et donc, en fait, tout le champ des possibles est ouvert pour eux parce qu'ils ont repris le contrôle vis-à-vis de l'Union européenne dans tous les domaines, politique commerciale, politique migratoire, politique énergétique. Donc, ils sont libres, en fait, de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est comme partout. Vous pouvez avoir un bon gouvernement, un mauvais gouvernement, mais un bon gouvernement aura tous les outils nécessaires, tous les leviers nécessaires pour mener la bonne politique pour son pays. Ils peuvent orienter la dépense publique vers leurs entreprises nationales, ce que nous, on ne peut pas faire. La commande publique, bien sûr, par exemple. Ce qu'on ne peut pas faire en France du fait du droit de l'Union européenne. Il y a encore eu un cas, vous l'avez certainement vu, une entreprise qui s'occupait de tous les uniformes de l'armée française, qui a été mise en concurrence parce que c'est le droit de l'Union européenne pour ce marché public. Eh bien, sauf que comme les coûts de production étaient supérieurs produisant en France, c'est une entreprise qui produit à Madagascar qui a récupéré le marché. C'est une entreprise du Nord-Pas-de-Calais et c'est une usine qui va fermer, 66 personnes qui vont être mises sur le carreau et ça on peut directement l'attribuer en fait au droit de l'Union européenne alors que tout gouvernement un petit peu sans l'esprit, à partir du moment où il y a une production française, c'est pas le cas dans tous les domaines, mais à partir du moment où il y a une production française, vous privilégiez vos entreprises, c'est de l'argent public, il faut privilégier l'emploi et l'activité dans son pays. C'est quelque chose qui paraît du bon sens, mais qui est interdit par les traités et par les directives de l'Union européenne. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que théoriquement, même l'armement n'échappe pas aux appels d'offres. C'est une tolérance, mais tout ce qui est uniforme, petite... Oui, il y a quelques clauses de sauvegarde dans certains domaines où on peut plus privilégier. C'est la même chose d'ailleurs sur les rachats d'entreprises. Globalement, avec la libre circulation des mouvements de capitaux, vous êtes bloqué, mais il y a quand même des dérogations dans le droit de l'Union européenne. Et parfois, c'est un problème national. Hein. C'est comme sur l'immigration en matière énergétique, il y a aussi des problématiques nationales et des gouvernements qui sont très mauvais en France. Et il y a certains domaines sur les rachats d'entreprises où on a la capacité de bloquer malgré le droit européen et on ne le fait pas. Et donc, il y a quand même aussi, et ça, il faut toujours le rappeler, une responsabilité nationale. C'est pour ça que le Brexit permet de relativiser. Il y en a qui vont être un petit peu monomaniaques et qui vont mettre tout sur le dos de l'Union européenne. L'Union européenne est un boulet, est une entrave, c'est une réalité. Il faut reprendre le contrôle vis-à-vis de l'Union européenne dans tout un tas de domaines, mais il y a des problématiques nationales et le Brexit montre bien qu'il y a des problématiques nationales de gouvernements qui n'ont pas le courage et typiquement en matière migratoire, c'est avant tout un problème de courage pour les Britanniques, mais comme pour nous, pour l'application des OQTF, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, c'est une problématique de courage. Vous avez des moyens de rétorsion et Donald Trump l'a montré, si ce n'est la politique commerciale qu'on ne peut pas mettre en œuvre de sanctionner le droit de douane, on peut très bien
geler les avoirs des dirigeants de ces pays-là, on peut très bien geler l'octroi de visa, on peut geler l'aide au développement et même, dans le cas le plus extrême, parce que c'est plus injuste, bloquer les mouvements, les transferts d'argent en fait de la France vers ces pays-là. Croyez-moi, en fait, dès le premier point, en fait, les pays, que ce soit les pays du Maghreb ou autres, ils reprendraient tous leurs ressortissants. Mais ça, c'est un problème de courage politique. C'est même pas un problème de l'Union européenne. Donc, il y a aussi évidemment des choses à faire au niveau national et un courage politique à avoir au niveau national. Dernière question sur le Brexit, je voudrais savoir, est-ce que l'Union européenne a mis en place des choses depuis 2016 pour compliquer le Brexit? Parce qu'on se rappelle qu'ils souhaitaient le rendre le plus difficile possible. Donc, est-ce qu'ils ont mis en place un arsenal législatif ou des mesures qui rendent un éventuel Brexit, futur Brexit ou futur Frexit impossible? Alors, en ce qui concerne le Royaume-Uni, les importations de marchandises depuis le Royaume-Uni font l'objet de contrôles extrêmement tatillons depuis le tout début. Les Anglais n'ont pas mis en place la réciproque parce qu'ils ne peuvent pas encore se le permettre. Parce qu'ils ne veulent pas avoir leur supermarché à moitié vide de fruits et légumes. Mais quand ils seront prêts, ils le mettront en place. Et à ma connaissance, il n'y a pas de législation particulière visant à décourager... Non, parce que les Britanniques sont traditionnellement assez libre-échangistes et ils veulent pas mettre de barrières, mais effectivement, l'Union européenne a fait exprès d'être tatillon dans certains cas pour pouvoir que les Européens puissent communiquer. Rappelez-vous, vous avez vu les photos des fameuses files d'attente à Verdouvre, des camions qui devaient partir pour aller sur le continent et donc ils ont pu communiquer, regarder les dégâts du Brexit, etc. Même quand vous regardez les chiffres macro des échanges commerciaux, il n'y a pas eu de révolution en fait, mais ça leur a permis de faire des belles photos et de mettre ça sur les réseaux sociaux et de dire regardez-moi, c'est la catastrophe. C'est un petit peu ça. Et effectivement, c'était Emmanuel Macron qui avait dit qu'il voulait punir le Royaume-Uni. Bon, je pense qu'il est bien content à chaque fois de recevoir les chefs de gouvernement britanniques. S'il a surtout peur, c'est que le Brexit se passe trop bien et que ça donne des idées à d'autres pays. Mais fondamentalement, tout le monde revient à la raison. Il y a des intérêts de façon commerciaux et financiers derrière. Et ils peuvent pas non plus complètement isoler, stigmatiser le Royaume-Uni, parce que je rappelle quand même que ce soit la France ou l'Union européenne, un excédent commercial vis-à-vis du Royaume-Uni, assez massif d'ailleurs. Et donc vous n'avez aucun intérêt en fait à couper les liens avec le Royaume-Uni, parce que c'est vous-même qui allez être perdant si vous faites ça. Donc tout le monde revient à la raison là-dessus. Et d'ailleurs, ce serait la même chose si la France reprenait le contrôle de sa politique commerciale. La France étant en déficit très important vis-à-vis de l'Union européenne, il n'y aurait pas d'intérêt en fait de l'Union européenne, et c'est même un argument de la France pour pouvoir renégocier d'ailleurs des clauses avec l'Union européenne, c'est qu'on est à la fois contributeur net au budget de l'Union européenne, on est en déficit commercial vis-à-vis des autres pays de l'Union européenne, et donc en fait les autres pays n'ont aucun intérêt à voir la France couper les ponts directement, et donc il y a tout un tas de choses qu'on peut obtenir en jouant sur ces leviers-là. Parce que la principale victime du Brexit, c'est la France en fait. Parce que c'était un des rares pays, je crois, avec lesquels nous avions un excédent commercial. Exactement. Et en plus, avec une marge, parce qu'un excédent, en lui-même, ça veut rien dire. Si je vous exporte pour 1 milliard de t-shirts et vous m'exportez pour 1 milliard de machines-outils, la marge n'est pas la même. Donc pour nous, c'était un partenaire commercial très important avec lequel nous avions une belle marge bénéficiaire. Donc nous sommes les premières victimes du Brexit. Alors je vous propose maintenant de parler de Frexit. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de ce que proposent les souverainistes. Les souverainistes ont souvent le mot Frexit à la bouche comme solution à tous nos problèmes. Mais à quel point justement ils n'omettent pas que une sortie de l'Europe aura bien des avantages, mais elle aura aussi des inconvénients, c'est-à-dire du sang et des larmes également. Est-ce que du côté des souverainistes, on n'est pas trop enthousiaste à l'idée du Frexit ? Comment dire, c'est une condition sine qua non. Voilà. Et une fois que vous êtes sorti, si vous avez la chance de sortir de l'Union européenne, vos problèmes ne font que commencer. C'est vraiment c'est ni plus ni moins qu'une condition sine qua non. Maintenant, posez-vous la question inverse. Qu'est-ce qui va vous arriver si vous restez ? Qu'est-ce qui va arriver à la France si on reste dans l'Union européenne telle qu'elle est ? Eh bien, on va continuer à s'appauvrir, il n'y aura pas de réindustrialisation.
Il peut pas y en avoir, puisque on n'en avons plus la main sur rien du tout, ni sur les prix de l'électricité, ni sur les normes, ni sur les quotas, ni sur les tarifs, des droits de douane. Donc on va continuer à se désindustrialiser, on va s'appauvrir, et ça va se terminer comment? Ça va se terminer pour nous sur une trajectoire à la grecque, c'est-à-dire parce que les économistes appellent pudiquement de la dévaluation interne. Ce qui est intéressant, c'est que il y a parfois dans ce camp frexiteur une vision un peu naïve et sans aucune nuance, qui serait de dire, en gros, dans le cadre de l'Union européenne, on ne pourrait absolument rien faire, et à contrario, si on sort, ça va être la panacée, et tout va bien se passer, une sorte de version oui. J'ai regardé le débat entre Pierre Gentillet et François Asselineau sur Toxin, par exemple. Et le dernier argument, en fait, parce que Pierre Gentillet avait raison sur la question juridique, c'est-à-dire dans l'ordre juridique français, la Constitution est au-dessus, en fait, des traités, des directives, des règlements européens. Et donc, Pierre Gentillet expliquait à juste titre qu'en matière migratoire, par exemple, vous pourrez mettre un bouclier constitutionnel pour passer outre, en fait, le droit européen. C'est-à-dire que oui, c'est pas marqué dans les traités, d'ailleurs, cette supériorité du droit européen supranational, c'est la CJUE qui l'a décrété, et c'est la CJUE qui décrète dans l'ordre interne européen que rien n'est au-dessus du droit européen, sauf que dans la juridiction nationale, et c'est encore reconnu par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et toute la jurisprudence, c'est la Constitution qui est au-dessus du droit et des traités européens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est à chaque fois obligé de modifier la Constitution quand il y a un nouveau traité européen, parce que sinon, ça ne pourrait pas passer, parce que la Constitution reste supérieure à ces traités-là. De ce que disait Pierre était juste d'un point de vue juridique. Et le seul argument en face, c'était de dire, c'est là que je dis que c'est un argument très naïf, oui, mais si vous faites ça, vous allez au conflit avec vos voisins. Mais ça, c'est une vision oui, parce que c'est-à-dire que les Britanniques, quand ils ont fait la négociation de sortie du Brexit, ils étaient en conflit, en fait, avec vous n'allez pas sortir du jour au lendemain, il n'y aura pas de conflit avec eux, ne serait-ce que la négociation et l'accord de sortie, vous allez avoir des conflits. Et donc, rien n'empêche, de toute façon, d'aller au conflit pour obtenir des choses avant même de faire un Frexit. Et encore une fois, la manière constitutionnelle permet déjà de le faire, par exemple, en matière migratoire, mais même dans d'autres sujets. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on peut faire, et j'ai parlé par exemple des OQTF, il y a des choses qu'on peut faire même au sein de l'Union européenne, il faut du courage politique pour le faire. Et à contrario, si on sort, c'est sûr que ça permet de reprendre le contrôle directement de l'histoire. De toute façon, vous savez que de par mon historique, je suis pas du tout hostile à ça. Mais il faut pas être dans la vision, là encore, oui, en fait. C'est-à-dire que quand vous sortez, et le Brexit le montre, ça va pas être la panacée. Il y aura du conflit déjà avec les voisins. Il y a des décisions à prendre qui sont au niveau national, parce que quand vous sortez du jour au lendemain, vous avez cette continuité juridique qui fait que, de toute façon, en fait, le droit est exactement le même. Et donc, vous avez un travail à faire au niveau du droit. Vous avez, qu'on le veuille ou non, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, quand vous avez une dette de plus de 3300 milliards d'euros, Union européenne ou pas, vous allez devoir tailler dans la dépense publique. En fait, c'est faux de dire l'inverse, parce que vous ne pouvez pas vivre comme ça au voisin, à moins de faire du matraquage fiscal sans fin. Et ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Vous allez devoir faire des efforts, tailler dans la dépense publique, tailler dans le train de vie de l'État, dans celui des collectivités locales. Ça, c'est une réalité, en fait. Donc, de faire croire que du jour au lendemain, parce que vous allez sortir, tout va être extraordinaire, en fait, c'est pas vrai. Le Frexit, mais comme d'autres moyens, parce que c'est pas le moyen unique, c'est un moyen qui permet de reprendre le contrôle, mais c'est absolument pas une fin en soi. Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça que souvent c'est assez inaudible pour ceux qui sont 24 heures sur 24 là-dessus, parce qu'il faut, en fait, c'est pas en faisant des vidéos YouTube qu'on fait du terrain. Quand vous allez sur le terrain, l'Union européenne, pour les gens, mais c'est un impact indirect énorme quand on connaît les rouages. L'Union européenne, c'est quelque chose qui est très abstrait. Mais quand vous allez sur le terrain au contact avec des gens, ils vous parlent jamais de l'Union européenne. Ils vont vous parler de pouvoir d'achat, ils vont vous parler des problématiques de santé, ils vont vous parler d'immigration, d'insécurité. Alors je sais, évidemment, c'est pas moi qu'on va l'apprendre, que c'est indirectement lié à l'Union européenne. Mais si vous voulez, vous n'allez jamais percer de toute façon en parlant d'une fin en soi. En fait, il faut un projet de société. Si vous n'avez pas de projet de société à vendre aux gens de ce que vous allez faire pour eux en termes de pouvoir d'achat, en termes d'immigration, en termes d'insécurité, en termes d'énergie, quand je parlais tout à l'heure de courage national, à aucun moment c'est inscrit dans les traités le mode de fixation des prix de l'électricité. Vous pouvez rétablir un prix national de l'électricité même en étant au sein de l'Union européenne. Mais eux, par sorte d'idéologie, ils vont dire non, on peut rien faire, donc il y a l'Union européenne. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses que vous pouvez faire.
C'est d'ailleurs la première mesure à prendre quand vous prenez le pouvoir. D'ailleurs, le RN le proposait aux dernières élections législatives. Dès que vous prenez le pouvoir, c'est une des premières choses à faire pour rendre de la compétitivité aux entreprises et rendre du pouvoir d'achat aux Français. Vous rétablissez dès le lendemain un prix national de l'électricité, ce qui n'empêche que derrière, vous avez le même mode de fixation des prix pour les échanges intra-Europe, ce qui nous arrange bien parce qu'on vend l'électricité à prix d'or comme ça, mais vous avez comme ça un tarif national de l'électricité. Et ça, vous pouvez le faire, ce n'est pas dans les traités, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. C'est autre chose pour ce qui est du mode de concurrence d'EDF, etc. Ça fait partie des traités, mais le mode de calcul des prix, vous pouvez très bien le faire et l'Union européenne ne pourra rien dire. Donc il faut avoir une position qui soit juste, qui soit nuancée déjà, si on veut gagner, si on veut être crédible. On peut pas être dans un tout ou rien, parce que déjà c'est pas vrai, et en plus de ça, je ne pense pas que ça soit audible pour une majorité des Français. Je suis pas tout à fait d'accord sur certains points. Bon, bien entendu, une sortie, un retrait de l'Union européenne, ça se prépare. S'il n'y a pas de projet derrière concernant qu'est-ce qu'on va faire de la dette, comment on va négocier la sortie de l'euro, qui sera un corollaire quand même pas négligeable. Si on n'a pas de projet énergétique, ça c'est pas la peine. C'est pas la peine de sortir comme ça. Si on prend pas des mesures, disons, de modification de la Constitution, parce que quand même. Je veux dire, si mes souvenirs sont bons, il y a quand même un article 88.1, je crois, oui, c'est ça, qui nous dit que la France participe de son plein gré à l'Union européenne et en accepte les transferts de compétences, ou les partages de compétences. Donc ça, quand même, l'Union européenne est quand même dans notre Constitution. Bien sûr, oui. Et on peut pas en faire fi, quoi. Mais c'est vrai que le référendum doit être constitutionnel. Vous pouvez modifier, mais de toute façon, déjà, c'est même la Constitution actuelle a déjà, il y en a qui disent, il ne peut pas y avoir de contradiction à la Constitution. En fait, la Constitution actuelle, il y a déjà des contradictions parce que vous avez d'une part la souveraineté qui réside dans le peuple et d'autre part que la France fait partie de l'Union européenne. Vous pouvez très bien avoir un article dans la Constitution qui explique qu'en matière migratoire, toutes les lois nationales qui sont postérieures, en fait, sont supérieures. Et ça, juridiquement, c'est inattaquable. Donc, c'est une chose que vous pouvez faire. Qui est derrière et qu'il y aura un bras de fer avec l'Union européenne, en fait, c'est évident, mais vous aurez exactement la même chose si vous sortez. Donc, c'est pour ça que je dis faut arrêter d'être dans le monde des bisounours, comme s'il y avait une solution simple, tout allait bien se passer, et l'autre qui ne le serait pas. Et la réalité, de toute façon, c'est que pour le faire, il faut déjà arriver au pouvoir. Et donc, c'est quand même une réalité qui est implacable. Et le problème, en fait, c'est que, moi, je veux bien, hein, mais le Frexit, au mieux, dans les sondages, est à 36%. Alors, il y a peut-être des gens qui ont 10, 20 ans à attendre, qui vivent bien, où il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que la France et les Français ne peuvent pas attendre 10 ou 20 ans. Et donc, il y a une dimension d'urgence, parce que vient un moment, quand vous avez perdu tellement d'éléments de souveraineté, en fait, vous n'avez plus la capacité de la recouvrer. Vous êtes destiné à être un vassal des États-Unis, de la Chine ou de la Russie. Et moi, je pense qu'on arrive, en fait, à ce moment charnière, et que si jamais le camp national, et en l'occurrence Marine Le Pen, ne gagne pas en 2027, et que vous avez 50 plus d'un Édouard Philippe, je pense qu'en fait, il y a un moment où vous n'aurez plus rien à sauver. Donc c'est bien gentil de dire j'ai raison, etc., tous les autres sont des traîtres, mais sauf que en fait, les Français, ils ont rien à faire, ils vont dire vous n'avez rien fait, et peut-être qu'ont ont le temps d'attendre. Moi, je pense que la France et les Français n'ont plus le temps d'attendre. Ouais, beaucoup de choses, là. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut faire en restant dans l'Union européenne? Moi, contrairement à vous, je pense pas grand-chose. Oui, théoriquement, vous avez raison, on peut fixer un prix national de l'électricité, mais il faut jamais oublier que je pense que l'Allemagne y a pensé déjà à ça, la Commission y a pensé, et ils vont nous attaquer, ils vont nous traîner dans la Cour de justice de l'Union européenne pour des problèmes de concurrence ou d'abus de position dominante ou quelque chose comme ça, parce que vous contraignez, pour faire ça, vous contraignez EDF dans ses tarifs. Oui. C'est quand même à la marge de la légalité. C'est contestable. C'est contestable devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et tous les parasites qu'on a insérés dans le marché européen de l'électricité, parce qu'avant c'était simple, il y avait l'État qui détenait EDF, qui détenait le monopole de la production et de la distribution vers le consommateur, c'était simple. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu le tableau. C'est une usine à gaz au sens littéral du terme. Et vous avez donc tous ces parasites qu'on appelle les fournisseurs d'accès, qu'on a introduits là par pure idéologie de concurrence dans un marché qui n'a pas vocation de l'Union européenne, qui n'a pas vocation, où il n'y a pas vocation à avoir de concurrence. Il ne doit pas y avoir de concurrence dans la production d'électricité.
Ces gens-là, si vous leur dites que maintenant, ils vont acheter à 8 centimes et qu'ils vont revendre à 9, ils vont mourir. Donc, ils vont directement nous attaquer. Donc, ça n'a pas si simple que ça. Ils gardent une marge et en fait, ça va même plus loin que ça, cette histoire. Il faut rappeler quand même la trahison des républicains là-dessus. Parce qu'ils nous disent souvent, nous on a toujours défendu le nucléaire, etc. Mais ils ont participé au saccage d'EDF et donc à la capacité d'EDF à investir dans le nucléaire. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que pour se conformer aux droits de l'Union européenne, la France a ouvert ce secteur énergétique. Mais comme en fait EDF avait des coûts de production défiant toute concurrence, il n'y a aucun acteur qui est rentré sur le marché. Et donc on a dû, pour se conformer en fait à l'Union européenne, on a dû faire un truc qui est complètement aberrant. Conceptuellement, c'est même pas de la concurrence, c'est délirant. C'est de forcer EDF, ce qu'on appelle l'AREN, à vendre à un prix défiant toute concurrence l'énergie nucléaire à des concurrents qui eux-mêmes ne produisaient pas d'électricité pour qu'ils puissent être rentables et qu'ils puissent revendre l'électricité au-dessus, ce qu'on appelait la loi NOM. Et ça a été fait sous les Républicains. Donc les Républicains, contrairement à ce qu'ils disent, ils ont aussi une responsabilité dans le saccage du nucléaire, au même titre que les Verts, que le PS et évidemment qu'Emmanuel Macron. Il y a un principe de réalité, on n'a pas le temps. Si vous laissez encore passer 10 ou 15 ans, il n'y aura plus personne. Vous n'aurez que des gens qui n'auront connu que l'Union européenne. J'attends de voir la BCE qui couperait les vivres de la France au risque de faire sauter l'euro dans son intégralité. Vous empêchez pas un scorpion de piquer, c'est tout ce qu'il sait faire. L'Union européenne est tellement une idéologie en fait avant d'être une réalité politique qu'il n'est pas inconcevable de se dire qu'elle puisse survivre quelques années à un départ de la France. C'est une idéologie extrêmement structurante. Ces gens-là ne sont pas capables de penser autrement. L'union fait la force quand tout le monde tire dans le même sens. Or, sur à peu près tous les grands sujets, les pays de l'Union européenne ont des intérêts divergents.